Comment Gargantua fut instruit par un sophiste en lettres latines. Chapitre 14. Après avoir entendu ces propos, le bonhomme Grangousier fut saisi d'admiration en considérant le génie et la merveilleuse intelligence de son fils Gargantua. Il dit à ses gouvernantes: Philippe, roi de Macédoine, découvrit le bon sens de son fils Alexandre en le voyant diriger un cheval avec dextérité. Ce cheval était si terrible et indomptable que nul n'osait le monter, parce qu'il faisait vider les étriers à tous ses cavaliers, rompant à l'un le cou, à un autre les jambes, à un autre la cervelle, à un autre les mâchoires. Alexandre, observant la chose à l'hippodrome, c'était l'endroit où l'on faisait évoluer et manœuvrer les chevaux, se rendit compte que la nervosité du cheval n'était due qu'à la frayeur que lui causait son ombre. L'ayant donc enfourché, il le fit galoper contre le soleil, de telle sorte que l'ombre tombait derrière lui, et, par ce moyen, il rendit le cheval aussi docile qu'il le désirait. C'est ce qui amena son père à prendre conscience de l'intelligence divine que son fils portait en lui, et il le fit très bien instruire par Aristote, qui était alors le plus prisé de tous les philosophes grecs. Et moi, je vous assure qu'à la seule conversation que j'ai eue tout à l'heure en votre présence avec mon fils Gargantua, je comprends que son intelligence participe de quelque puissance divine, tant je la trouve aiguë, subtile, profonde et sereine. Il atteindra un souverain degré de sagesse s'il est bien éduqué. C'est pourquoi je veux le confier à quelque sage, pour qu'il soit instruit selon ses capacités, et je ne regarderai pas à la dépense. De fait, on lui recommanda un grand docteur sophiste, nommé maître Tubal Holoferne, qui lui apprit si bien son abécédaire qu'il le récitait par cœur à l'envers, ce qui lui prit 5 ans et 3 mois. Puis il lut la grammaire de Donate, le Facet, le Théodolé et Alain dans ses paraboles, ce qui lui prit 13 ans, 6 mois et 2 semaines. Mais remarquez que dans le même temps, il lui apprenait à écrire en gothique et copier tous ses livres, car l'art de l'imprimerie n'était pas encore en usage. Il portait habituellement une grosse écritoire pesant plus de 7000 quintaux, dont l'étui était aussi grand et gros que les gros piliers de Saint-Martin d'Énée. L'encrier, qui jaugeait un tonneau du commerce, y était pendu par de grosses chaînes de fer. Puis il lut les modes de signifier, avec les commentaires de Heurtebise, de Faquin, de Troditeux, de Galeot, de Jean Levaux, de Billon, de Brelingan et d'un tas d'autres. Il y passa plus de 18 ans et 11 mois. Il connaissait si bien l'ouvrage que, mis au pied du mur, il le restituait par cœur à l'envers, et pouvait sur le bout du doigt prouver à sa mère que les modes de signifier n'étaient pas matière de savoir. Puis il lui lut l'almanach, sur lequel il demeura bien 16 ans et 2 mois. C'est alors que mourut le précepteur en question. C'était en l'an 1420, d'une vérole qu'il avait contractée. Après, il lut un autre vieux tousseux, nommé maître Jobelin-Bridé, qui lui lut Hugutio, le grécisme d'Everard, le doctrinal, les parties, le quid, le supplément, Marmotret, comment se tenir à table, les 4 vertus cardinales de Sénèque, Passaventus avec commentaire, le dor en paix pour les fêtes et quelques autres de même farine. À la lecture des susdits ouvrages, il devint tellement sage que jamais plus nous n'en avons enfourné de pareils. Comment Gargantua fut mis sous la tutelle d'autres pédagogues. Chapitre 15. Alors, son père put voir que, sans aucun doute, il étudiait très bien, et y consacrait tout son temps. Malgré tout, il ne progressait en rien, et pire encore, il en devenait fou, niais, tout rêveur et radoteur. Comme il s'en plaignait à dom Philippe de Mare, vice-roi de la Papelingos, il comprit qu'il vaudrait mieux qu'il n'apprît rien que d'apprendre de tels livres avec de tels précepteurs. Car leur savoir n'était que bêtise et leur sagesse que billevesée, abâtardisant les nobles et bons esprits et flétrissant toute fleur de jeunesse. Faites plutôt comme ceci, dit le vice-roi. Prenez un de ces jeunes gens d'aujourd'hui, n'eût-il étudié que pendant 2 ans. Si par hasard il n'avait pas un meilleur jugement, un meilleur vocabulaire, un meilleur style que votre fils, s'il n'avait pas une façon de se présenter meilleure et plus de tenue, je veux bien que vous me considériez comme un trancheur de l'art de la Brenne. L'expérience agréa fort à Grangousier, qui commanda qu'ainsi fût fait. Le soir, au souper, Ledit des Marais fit venir un de ses jeunes pages, originaire de Villegongis, nommé Eudémon, si bien coiffé, tiré à 4 épingles,
pomponné, si digne en son attitude qu'il ressemblait bien plus à un petit angelot qu'à un homme. Puis il dit à Grangousier: « Voyez-vous ce jeune enfant ? Il n'a pas encore 12 ans. Voyons, si bon vous semble, la différence qu'il y a entre la science de vos ahuris de néontologues du temps jadis et celle des jeunes gens d'aujourd'hui. » La proposition agréa à Grangousier, qui demanda que le page fît son exposé. Alors, Eudémon, demandant la permission du vice-roi son maître, se leva le bonnet au poing, le visage ouvert, la bouche vermeille, le regard ferme et les yeux posés sur Gargantua avec une modestie juvénile. Il commença à le louer, à exalter en premier lieu sa vertu et ses bonnes mœurs, en second lieu son savoir, en troisième lieu sa noblesse, en quatrième lieu sa beauté physique, et en cinquième lieu, il l'exhortait avec douceur à vénérer, en lui obéissant en tout, son père, qui prenait un tel soin de lui faire donner une bonne instruction. Il le priait enfin de vouloir bien le garder comme le dernier de ses serviteurs, car pour l'heure il ne demandait nul autre don des cieux que de recevoir la grâce de lui complaire par quelque service qui lui fût agréable. Toute cette déclaration fut prononcée par lui avec des gestes si appropriés, une élocution si distincte, une voix si pleine d'éloquence, un langage si fleuri, et en un si bon latin, qu'il ressemblait plus à un Gracchus, à un Cicéron ou à un Paul-Émile du temps passé qu'à un jeune homme de ce siècle. Tout autre fut la contenance de Gargantua, qui se mit à pleurer comme une vache et se cachait le visage avec son bonnet, et il ne fut pas possible de tirer de lui une parole, pas plus qu'un paix d'un âne mort. Son père en fut si irrité qu'il voulut auxire maître Jobelin, mais ledit Desmarets l'en empêcha, en lui faisant une belle exhortation, de telle sorte que sa colère en fut atténuée. Il commanda qu'on lui payât ses gages, qu'on le fît chopiner très sophistiquement, et que, cela fait, il alla à tous les diables. Au moins, disait-il, aujourd'hui il ne coûterait pas cher à son hôte, si par hasard il mourait dans cet état, saoul comme un Anglais. Maître Jobelin partit de la maison. Grangousier prit conseil du vice-roi sur le choix du précepteur qu'on pourrait donner à Gargantua, et ils décidèrent tous deux qu'on chargerait de cet office Ponocrate, pédagogue d'Eudémon, et qu'ils iraient tous ensemble à Paris pour savoir quelle éducation recevaient les jeunes gens de France à ce moment-là.